Un Strasbourgeois né à Strasbourg, un Alsacien né en Alsace, a décidé de semer la terreur sur le marché de Noël de Strasbourg. Alors on a vu que les médias s'étaient tous employés à présenter le suspect, Chérif Chekat, comme un Strasbourgeois de nationalité française. Là encore, on voit quand même qu'il est d'origine maghrébine, comme une grande partie des terroristes qui ont frappé en Europe. Il vient de publier Névrose médiatique. Le monde est devenu une foule déchaînée. Ce livre achève la quadrilogie de ses essais politiques. Gilles-William Goldnadel, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur TV Liberté, d'avoir quitté 2 secondes de Canal+, et tous les autres. Mais c'est un plaisir d'être là, figurez-vous. Eh bien, écoutez, un plaisir partagé. Dans ce livre Coup de poing, vous insistez sur l'aspect névrotique du monde actuel, revisitant la psychologie sociale de Gustave Le Bon et vous appuyant sur Freud. Vous affirmez que le monde contemporain est devenu une foule, c'est-à-dire une masse, forcément délirante. Forcément délirante ? Écoutez, je considère effectivement que le monde, à présent médiatisé, j'ai jamais pensé, encore une fois, que nous vivions dans un monde fait de raison. L'homme n'est pas un être raisonnable, il est guidé par son inconscient, guidé par ses instincts. Mais je ne suis pas le seul à penser que le monde est devenu un peu dingue, pour parler crûment. Et j'explique justement cette folie nouvelle par la médiatisation du monde. J'ai eu une sorte d'intuition, c'est de considérer, notamment avec les médias, la télévision, puis les médias électroniques, que l'homme isolé mais interconnecté en permanence avec d'autres, eh bien, ils sont exactement dans un phénomène de foule médiatique. Et j'ai revisité du coup la psychologie sociale, vous l'avez dit, de Gustave Le Bon, qui a été validée ensuite par Freud, et eux-mêmes ont décrit le phénomène de foule, la puérilité, le suivisme, l'irrationalité, la sentimentalité excessive. Et donc, ils disaient eux-mêmes que si les gens isolés étaient unis par un courant d'opinion, le mot courant d'opinion a été créé par Gustave Le Bon, c'est extraordinaire, eh bien, on pouvait faire foule isolément. Sauf que le courant d'opinion aujourd'hui, c'est un courant d'opinion électronique ou électrique, donc hystérique. La société névrotique que vous décrivez est aggravée, vous dites, par un facteur qui est essentiel, je vous cite, la profonde dépression de l'homme occidental, accablé, vous dites, par la honte du passé. Oui, c'est-à-dire que ça n'est pas nouveau dans ce que j'écris depuis une vingtaine d'années. Ce qui est nouveau, c'est l'aspect technique des choses, via l'électronique, via Internet, via les médias. Mais je considère maintenant, depuis, vous avez parlé des 3 autres ouvrages, je pense que nous avons vécu depuis plus d'un demi-siècle sous l'empire d'une idéologie elle-même névrotique que j'ai baptisée le pseudo-antinazisme devenu fou. Et je considère que ce qui a rendu, alors particulièrement dingue le monde occidental, c'est la Shoah. Pas la vision de la Shoah au sortir des fours crématoires, si j'ose dire, de ce qui avait été connu à partir de 1945. C'est la Shoah vision à partir des années 70 et par le tournant donc tout ce qui est un peu film façon Holocauste, etc. Vous songez que 90% de la production télévisuelle ou cinématographique sur la Shoah s'est passé après les années 90. C'est-à-dire que c'est étrange, mais plus on quittait l'espace et le temps de la Shoah, plus on en parlait. Et donc, il est survenu une manière de traumatisme névrotique au sein de la société occidentale, essentiellement, je pense, par le fait que le pire des crimes, en tous les cas des temps modernes, a été commis par un occidental, qui plus est, par un blanc. Et je soutiens qu'au sein de l'inconscient collectif occidental, le fait de partager, d'avoir en commun
la couleur de peau avec celui qui a été vécu, je l'explique dans mon livre, comme l'antéchrist dans le monde post-chrétien, eh bien, il en est advenu inconsciemment une terrible honte. Gilles William Goldnadel, la dénonciation de l'idéologie de l'antinazisme fou, ça vous pousse même à maintenant vous référer à Gustave Le Bon, qui est victime, lui aussi, de l'antinazisme fou, de cette idéologie-là. On a considéré qu'il était assez sulfureux comme écrivain. Oh, écoutez, souvent, et Freud aussi, que n'a-t-on pas dit aussi sur Freud en général cher ami, les gens qui choquent un peu par la nouveauté de leurs idées sentent le soufre au début, et puis ensuite on sent la naphtaline. Ouais, alors une phrase qui sent le soufre, c'est la démonstration que vous faites que la foule physique que vous décrivez là à l'instant est encadrée par une foule idéologique et la foule médiatique, ce que vous appelez l'Église cathodique. Oui. Et là vous dites qu'elle crée un conditionnement collectif qui constitue une nouvelle religion, avec donc sa liturgie, son catéchisme, ses grands prêtres et ses diables. Et alors là vous citez provocation, Hitler, Pétain, Le Pen, Sarkozy, Trump, Orban, Salvini. Dans l'ordre ? J'ai même cité Netanyahou, je vous signale. Mais dans l'ordre, écoutez, qu'Hitler incarne avec une certaine réalité l'antéchrist, ça peut quand même se comprendre. Mais enfin, Sarkozy, c'est pas l'antéchrist. Non, mais il y a une sorte de déclinaison successive de démons blancs. Vous remarquerez qu'ils ont tous la même couleur. Dans la catégorie des démonisés, vous n'avez pas le leader nord-coréen. Vous n'avez pas d'asiatiques ou d'arabes. Vous n'avez pas Monsieur Khomeini. Il ne fait pas partie des diables qui ont été démonisés. Ils ont tous en commun d'être blancs. Donc Hitler, Pétain, Le Pen, et puis vous finissez par le mâle hétérosexuel blanc. Et dans la catégorie des saints martyrs, vous ne pourrez pas trouver de blancs. Vous ne trouverez pas les chrétiens d'Orient. Vous ne trouverez pas les catholiques vendéens. Cela n'existe pas au sein de l'Église catholique. C'est purement et simplement des martyrs de couleur, ou en tous les cas colorés. Le martyr idéal au départ, je l'ai décrit, c'était le juif en pyjama rayé. On l'a fait descendre de la croix, parce que c'était une nouvelle crucifixion au sein de l'inconscient collectif. On l'a fait descendre vite fait de la croix, en raison de la militarisation de l'État juif. D'une certaine manière, je le dis dans mon livre, celui qui adore le juif en pyjama rayé l'abhorre en uniforme kaki, parce que d'une certaine manière, le juif en pyjama rayé, c'est la réincarnation, si j'ose dire, de Jésus, qui était juif lui aussi. Je veux dire, il est décharné, il sourit pas, il se défend pas. Il a été une réconciliation formidable au sein du monde post-chrétien. Mais d'une certaine manière, l'Israélien, c'est Judas, c'est le traître par rapport aux Juifs idéalisés en pyjama rayé. Et puis ensuite, vous avez une succession, si vous voulez, de démons déclinés. Vous avez l'immigré, vous avez l'homosexuel et vous avez maintenant la femme battue. Tout cela dans une sorte de panthéon rose et noir purement stéréotypé. Alors le racisme anti-blanc, vous considérez-vous que c'est une obsession ? Elle est née aux États-Unis, mais elle submerge la France alors là en toute impunité aussi. Elle est d'autant plus obsessionnelle qu'elle est cachée, elle est niée. Il existe une manière de négationnisme du racisme anti-blanc. Je ne dis pas du tout qu'il a la même forme que les autres racismes. On le voit en politique étrangère, lorsqu'on prend toujours parti contre l'occidental. En réalité, en creux, c'est un racisme anti-blanc. Croyez bien que lorsque on nie, par exemple, le jour de la Saint-Sylvestre, vous avez eu un déchaînement de violence, je ne sais plus dans quelle... Cologne. Non, je vous parle de la Saint-Sylvestre, de cette année, j'en ai fait d'ailleurs un article, un déchaînement de violence dans une banlieue française où vous avez eu toute une foule bigarrée qui se sont déchaînés contre des malheureux policiers qui avaient tous en commun d'être blancs. Eh bien, personne n'a osé faire la réflexion que ça pouvait être aussi une manière de racisme. Imaginez, par pure hypothèse intellectuelle,
au demeurant absurde que ce soit justement des policiers blancs qui se soient acharnés sur, sur un individu, un noir ou un arabe ou quelqu'un de coloré. Immédiatement, eh bien, même peut-être à tort parce qu'il aurait pu s'agir d'un délinquant, on aurait immédiatement invoqué le racisme comme on l'invoque constamment aux États-Unis, avec le phénomène Black Matter. Donc vous voyez bien que vous avez un racisme obligatoire d'une certaine manière, dès l'instant où il y a certaines circonstances qui se sont posées. Je ne dis pas que quelquefois ça peut exister le racisme anti-noir, hein. Je ne veux pas caricaturer ma propre pensée, mais immédiatement le racisme est convoqué dans un cas et immédiatement dans un autre, il est interdit de citer. La réalité, elle est là. Le racisme anti-blanc est encore aujourd'hui interdit de citer alors qu'il crève les yeux. C'est ça qui vous amène à dire qu'il y a une crise d'hystérie qui s'appelait la crise théocratique, l'affaire Théo, dont vous sous-titrez l'anus du monde. C'est pas très joli quand même. Mais écoutez, pardon de vous le dire, l'affaire Théo a constitué le centre du monde et l'anus de Théo, puisqu'il s'agissait de son anus. Puisqu'on a raconté que des policiers français l'avaient volontairement sodomisé. Pendant plusieurs jours, l'anus de Théo a été le centre de la France. C'est la réalité. Ça a été même jusqu'à ce qu'une commission, j'en parle dans mon bouquin, une commission de l'ONU, la commission contre le racisme, a sommé la France de donner des explications sur l'affaire Théo. Le président de la République de l'époque, François Hollande, s'est rendu au chevet de Théo alors qu'il a négligé de se rendre au chevet des policiers qu'on avait voulu faire griller comme des poulets à Viry-Châtillon. Or, que voit-on des mois ensuite? Enfin, que voit-on à condition d'avoir une bonne vue? Parce que ça n'a pas été extrêmement médiatisé, c'est qu'en réalité, les accusations de Théo ont fait pchit. En réalité, il y a eu peut-être une interception policière vigoureuse et proportionnée à la manière dont il s'était défendu. Il y a une affaire en cours, c'est une affaire en cours. Mais aujourd'hui, la thèse de la sodomie volontaire et raciste, elle a fait long feu. Et puis, alors, tout au long du livre, il y a la dénonciation de l'islamo-gauchisme, ça revient à toutes les pages, de Plenel à Corbyn en Grande-Bretagne, et parallèlement à cela, le traitement fait à Israël par les médias et l'indulgente cécité à l'égard des Palestiniens. Vous trouvez? C'est clair. Écoutez, je pense que j'ai la faiblesse de connaître assez bien le dossier israélo-palestinien. Je pense qu'il existe je ne dis pas du tout que tous les torts sont d'un côté ou de l'autre, c'est pas ma thèse. Je dis simplement qu'il y a un esprit critique extrêmement acéré jusqu'à l'obsession à l'égard d'Israël et une indulgence invraisemblable par rapport à la partie palestinienne, son irrédentisme, son goût pour le terrorisme qui est équivalente. Et l'explication que je donne pèse moins d'ailleurs sur l'antisémitisme, qui est sans doute quelque part présent, mais surtout sur l'anti-occidentalisme. Le drame de l'Israélien et le drame du juif israélien, c'est que il y a une centaine d'années, le juif était considéré plutôt comme un métèque. Céline le décrivait comme un nègre. Et aujourd'hui, via Israël, les succès militaires, les succès industriels, il est considéré comme un hyper-blanc, comme un blanc au carré. Or, il y a 100 ans, le métèque n'avait pas bonne presse, et aujourd'hui, pour les raisons que j'explique, le blanc n'a pas bonne presse. Par une ironie terrible, et que je considère comme la dernière ruse du diable ou d'Adolf Hitler, d'une certaine manière, l'Israélien est lui aussi nazifié comme tous les Occidentaux, et paye finalement l'addition aussi des crimes commis par Adolf Hitler. Moi je veux bien, Gilles William Goldnadel, vous suivre sur cette question-là, mais je me dis, par exemple, il y a 2 jours, je regardais un article du Monde qui mettait en cause le comportement d'Israël à l'égard de la Palestine. Bon, Le Monde, c'est un journal de l'islamo-gauchisme. Ah, mais je crois, alors là, votre
vous faites semblant. Ah oui, vous faites semblant. Du monde, ça arrive. Je pense. Mais islamo-gauchisme pour le monde. Mais écoutez, pardon de vous le dire. D'abord, je me permets de vous rappeler, comme ça en passant, que l'ancien rédacteur en chef du Monde s'appelait Edwy Plenel et qu'il est l'un des grands maîtres de l'islamo-gauchisme. D'autre part et surtout, et c'est dans mon bouquin, l'islamo-gauchisme aujourd'hui n'est ni la propriété, loin s'en faut, de l'islam, puisque ça a très peu à voir avec l'islam et beaucoup avec le gauchisme, mais d'une certaine manière n'est même plus par capillarité la propriété des gauchistes. L'islamo-gauchisme, la vision irénique du migrant ou de l'immigration, l'indulgence par rapport à l'islam battant le monde. Alors, le monde vient de découvrir qu'il y avait une islamisation de la banlieue, mais pendant des années, pas en raison des méfaits de l'islamo-gauchisme et de l'indulgence extrême par rapport à tout ce qui était non occidental, ils ont refusé de l'avoir. Eh bien, c'est ce que j'appelle l'islamo-gauchisme, à savoir, encore une fois, par un anti-occidentalisme névrotique dont j'explique les causes pernicieuses, avoir tout accepté du non-occidental et rien pardonné de l'occidental. Je ne dis pas que l'Occident n'a eu que des qualités. Je pense qu'on est passé d'un excès à l'autre. Je pense l'occidental se considérait comme supérieur à l'oriental il y a 100 ans et que maintenant, via justement le traumatisme névrotique de la Shoah, il se considère pathologiquement comme son inférieur, en tous les cas au plan moral. Et cela, c'est une forme de racisme. Mais alors, moi, j'essaie de comprendre votre pensée. Il y a un moment donné où je considère que ça bug, si vous me permettez cette expression-là. Parce que, et dès les premières lignes du livre, vous dites, voilà, moi je mène un combat pour la survie de la France en danger. En fait, vous dites, non, je mène un combat pour Israël en danger, puis pour la France en danger. Et là, je me dis, est-ce qu'on peut professer un soutien tribal, c'est vous qui le dites, à Israël, vous utilisez ce terme-là, et en même temps un esprit civique, passionné pour la France. Est-ce qu'on peut concrètement aimer deux femmes de la même façon au même moment? Moi, je crois que ça n'existe pas. Je crois que ça peut... Vous me dites Alors, je veux dire, d'abord, je crois que ça peut arriver dans l'histoire d'un individu. Je préfère d'ailleurs un homme qui aime deux femmes plutôt qu'un homme qui n'en aime aucune. En général, les hommes qui aiment les femmes les aiment beaucoup. Mais au-delà de ces explications triviales, je vais vous dire vraiment le fond de ma vérité. Moi d'abord, je n'ai jamais nié ma part de judéité. Et comme je vous dis, je l'écris sans embâche dans ce livre, je ne récuse pas ma tribalité. Pour autant, je ne pense pas qu'elle soit l'explication de mes prises de position successives. Il est certain... Parce qu'il n'y a pas loin de ce que vous dites à la propagande, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Est-ce que si vous faites acte de propagande, est-ce que vous êtes honnête? Mais je ne pense pas faire acte de propagande. Je suis dans la défense, peut-être un peu passionnée, des deux pays que j'aime passionnément. Mais si j'étais dans la propagande, je prendrais par exemple des libertés avec les vérités. Je pense, de vous à moi, je ne pense pas être un monument d'objectivité parce que je suis engagé et dans le combat pour la survie d'Israël et dans le combat pour la survie de la France maintenant. Mais je me considère comme par exemple beaucoup plus objectif qu'un journaliste du Monde qui prétend l'être. Et en tous les cas plus honnête sans doute. Mais je reviens, je veux affronter votre question parce qu'elle me plaît. Donc, pendant des années, je pense que je me suis plus soucié d'Israël que de la France, parce que je considère qu'Israël était plus en danger que la France. Et donc, quand vous avez un enfant de malade, sans doute que vous préoccupez davantage. Et d'ailleurs, quand je suis maintenant président d'honneur de France-Israël, mais quand j'étais président exécutif, j'avais une formule. Je disais, quand je défends la France, je défends Israël, et quand je défends Israël, je défends la France, et je pensais dans ma tête, évidemment, au nom de la défense des valeurs occidentales, profondément, et de la lutte contre l'anti-occidentalisme que je pointe des deux côtés. Je dois la vérité de vous dire, Martial, vraiment, que depuis quelques années, j'ai tellement mal et tellement peur également pour la France que je ne sais plus quelle est exactement la priorité de mes deux craintes. Réellement,
J'ai peur pour la France, j'ai peur pour les Français. J'ai des Français non juifs qui me disent « Vous avez de la chance, vous avez un autre pays. » Moi, ça me brise le cœur, la chose pareille. Je vous le dis, non sans émotion. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quelle est ma priorité. Je me bats sur les deux fronts. Pour être tout à fait franc, je me bats sur les deux fronts, mais encore une fois, nous avons les mêmes ennemis. Je crois vraiment que l'ennemi que nous avons en commun, c'est d'une part l'islamisme, il n'y a pas de doute, et d'autre part l'anti-occidentalisme pathologique. Alors, je vous ai fait le reproche d'être un propagandiste. Je vais faire encore un autre reproche, c'est d'être, hypocrite. Les masses médias, vous les dénoncez tout au long de cet ouvrage, et puis vous dénoncez ce monde globalement médiatisé qui s'enfonce dans une folie névrotique. Alors vous participez à l'Église catholique, vous êtes un membre de l'Église catholique. On enregistre pour les téléspectateurs ce vendredi après-midi, nous sommes un vendredi après-midi, vous étiez ce vendredi matin avec le groupe BFM RMC, monsieur l'oligarque Drahi, vous étiez hier soir dans le groupe Canal+, avec Ardisson chez Terrien, dans le groupe de l'oligarque aussi, Bolloré. Ce que vous dénoncez, vous êtes au milieu, vous en êtes une star. Alors, permettez-moi de vous dire... C'est quand même hypocrite, sérieusement. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à vous répondre. D'abord, ça me permet de vous dire que je préfère 1000 fois travailler pour ces deux personnes que vous venez de citer plutôt que pour le service public audiovisuel français, qui est une... Ce sont les mêmes, j'ai oublié. Ah non, c'est les mêmes. Ah non, vous avez beaucoup... Mais d'abord... Les Delphine Ernotte à Canal+, vous en avez chez Drahi. Pardon, Martial, d'abord, je ne suis pas invité sur le service public. C'est d'ailleurs... Je ne suis pas invité. La dernière fois que j'ai fait l'objet d'une interview... C'était par Madame Nathalie Hernandez de France Inter, à propos de l'affaire du mur des cons, qui revient d'ailleurs la semaine prochaine. Eh bien, elle m'a mis en boîte, si j'ose dire, elle était très gentille et tout. L'interview n'est jamais passée. Je suis tricard sur le service public, mais moi, ma petite personne, c'est pas grave. En vérité, c'est un véritable scandale d'État. Et le scandale, c'est qu'il n'y ait pas de scandale, et le scandale, c'est que la droite... les droites ne se saisissent pas de ce scandale invraisemblable. Vous laissez critiquer la Hongrie de Orban ou la Pologne, où on paraît-il, d'après les mêmes personnes, il n'y a pas de liberté sur le service public de la télévision polonaise ou la télévision hongroise. J'ai la faiblesse de penser qu'elles sont au moins aussi libres que dans les radios et télévisions de la République française. Je ne sache pas que l'Europe essaye aujourd'hui de tailler des croupières à la France pour la manière dont le pluralisme est totalement confisqué. Donc je vous ai répondu là-dessus. Voilà. Mais ce monde qui s'enfonce dans la folie névrotique, il ne concerne pas Canal+, il ne concerne pas BFM RMC. D'abord, l'hypocrite qui vous parle va avoir la franchise de vous dire qu'il ne déteste pas une certaine satisfaction narcissique. Vous être une star. Mais non, mais ça me dérange pas vraiment. Ça n'est pas une torture pour moi que de pouvoir exposer mes idées devant des millions de personnes. Je serais le faux cul le plus total si je le niais. La différence avec les autres, c'est que moi, je le reconnais. Donc là, premièrement. Deuxièmement, et surtout quand même, pardon, mais j'essaie de faire mon boulot. J'essaie vraiment de lutter contre l'Église catholique, parce que je ne pense pas que je puisse être considéré comme les gens ici que j'éreinte, à savoir soit les grands prêtres, soit les petits clercs de l'Église catholique qui véhiculent l'idéologie que je décris tout au long de ces pages. Par conséquent, vous préféreriez que je fasse retraite ? Vous préféreriez que... Rien, moi, je me bats. J'ai pas d'avis. Pardon. Non seulement je me bats, mais je pense quand même, permettez-moi de vous dire, qu'avec d'autres, je ne pourrais pourtant pas le seul, Dieu merci, depuis à peu près 10 ans ou 15 ans qu'on se bat, on a quand même marqué des points, on nous jette moins des pierres dans la rue, les gens ne se signent pas lorsqu'on les croise. L'idéologie que j'éreinte ici, elle est morte. Elle est comme un astre éteint qui radie encore malheureusement de ses rayons nocifs, mais elle est morte. Les grands prêtres dont je parle là, ils ont perdu beaucoup de leur magistère intellectuel et moral. Ils savent que leur religion catholique, elle est morte. Alors bien entendu, elle fait des dégâts terribles.
La politique migratoire, c'est en raison encore de l'Église catholique, et quelque part aussi de l'Église catholique, que finalement les peuples européens n'ont même pas la liberté de défendre leurs frontières et quelquefois leur sécurité. Mais pardon, soyez réjouis que je sois encore invité dans les médias. Dont acte. Ouais. Alors, vous êtes invité, c'est devant les prétoires, parce que vous êtes avocat quand même. Hein, vous restez avocat. Ah oui, Dieu merci. Ouais. Vous n'êtes pas seulement non, je suis complètement... Vous n'êtes pas encore un spectacle, non, théâtre. Non, pas du tout. Pas encore. Donc, avocat, et là, vous vous réattaquez au mur du con. La démonstration, bien sûr, que le pouvoir judiciaire administratif, c'est plus un contre-pouvoir en France, c'est clair. C'est un scandale. J'ai l'honneur de représenter Philippe de Villiers, Nadine Morano et Robert Ménard dans l'affaire du mur des cons. Et j'ai été par ailleurs, je suis toujours d'ailleurs, l'avocat de Clément Velrenal, que j'ai fait citer à titre de témoin, le journaliste qui a été le lanceur d'alerte dans cette affaire. Le plus scandaleux dans cette histoire, c'est pas seulement le syndicat de la magistrature qui a affiché ses opposants politiques, à commencer par le président Sarkozy, quand même. Velrenal est venu interviewer Madame Marthe, la présidente du syndicat de la magistrature, qui disait pique-pendre des affaires judiciaires de Monsieur Sarkozy, et il était sur le mur des cons. Comment voulez-vous qu'ensuite il arrive décontracté devant l'une de ses juges qui est membre du syndicat de la magistrature, alors même qu'il était épinglé, comme tous ses opposants politiques, et comme deux parents de victimes d'assassins? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un magistrat quand il est capable de mettre sur un mur d'infamie, de clouer au pilori les parents de victimes qui ont été assassinées? Je sais, c'est inouï. Mais ce que je veux dire, je crois que j'en veux encore plus aux petits clercs de journalistique. Ils n'ont pas eu l'esprit de corps, on ne peut pas leur reprocher leur corporatif. Ils ont essayé de le tuer civilement, Clément Velrenal. Le syndicat des journalistes, le syndicat CGT de FR3 voulait sa peau. Il fallait le virer. Les mêmes qui encensent les gens qui prennent des risques avec leur métier, il fallait le virer. Vous vous rendez compte donc de la manière dont les journalistes idéologisés et les magistrats idéologisés vivent dans un concubinage complètement obscène. La réalité de la France aussi, c'est celle-là, mais qui ose la dénoncer? Vous, dans Névrose médiatique, le monde est devenu une foule déchaînée. Merci Gilles William. Merci à vous.